Alors, quand il était en Russie, il avait travaillé sur les bateaux. C'est une sorte de mécanicien. Et quand il arrive à Constantinople, son frère était établi et son frère dirigeait une entreprise un théâtre de spectacle. Et ben, il ne savait pas quoi faire, donc il était avec sa femme et mon père qui avait 2 ans, c'était en 1912. Et il se demandait quoi faire. Et il, il a entendu parler de la visite des représentants de la Société des Frères Lumière qui venaient vendre des appareils de cinéma. Alors, on lui a expliqué ce que se fait le cinéma, ce qui a jamais été. J'ai dit, tiens, on n'a pas besoin de parler, c'est peut-être intéressant. Et quand ils ont fait leur démonstration, ils ont expliqué qu'ils trindallaient un vieil appareil qui était en panne et que voilà, qu'ils avaient et qui marchait pas. Mon grand-père, qui était mécanicien, leur a proposé d'acheter pour une bouchée de pain leur appareil et en se disant je vais pouvoir le réparer. Ce qu'il a réussi à faire. Et après, il a trouvé une salle de cinéma, ça je ne sais pas comment, une salle qui a transformé en cinéma et il a démarré la diffusion. Donc il y avait des distributeurs qui faisaient le tour du Moyen-Orient et l'exploitant était intéressé au pourcentage. Et donc, il a décidé de commencer la programmation. Il a eu tout de suite une idée, il avait le génie du marketing, c'est que il s'est mis devant la salle. La plupart des habitants de Constantinople ne connaissaient pas le cinéma non plus. Et on lui a appris quelques phrases en turc et il disait mais entrez, il y a un spectacle formidable. Entrez dans la salle, vous allez voir, c'est gratuit, c'est formidable et tout. Donc des gens rentraient, quand la salle était pleine, ils commençaient la projection et les gens, il y avait des voitures qui arrivaient, des acrobates, des clowns, etc. C'était absolument émerveillé. Et puis d'un seul coup, la projection s'arrêtait et ils disaient, si vous voulez voir la suite, voilà, la femme est à la caisse, il faut acheter un billet, etc. Et c'est comme ça que le cinéma, très vite, a commencé à marcher et que progressivement, parce qu'il était très doué pour ça, il est devenu un des principaux exploitants de Constantinople. Oui, alors, d'abord, il faut savoir que les exploitants de salles de cinéma sont un lobby extrêmement puissant. Toutes les salles de cinéma, on se les appartiennent font partie de syndicats professionnels, d'opinion, etc. Elles sont toutes regroupées dans la Fédération nationale des cinémas. Donc la Fédération nationale du cinéma, c'est puissant parce qu'on peut aller voir un ministre en lui disant si les exploitants n'ont pas tellement aimé. Et les exploitants dans chaque ville, c'est des notables. Ils connaissent le maire, ils connaissent les journaux, etc. Et tout. Si vous avez les exploitants contre vous, vous n'avez pas tellement intérêt. Donc c'est quand même, faut quand même de le savoir. Alors, les réalisateurs, les comédiens et tout ont du poids, mais les exploitants sont trop importants. Le président de la Fédération des cinémas, c'était Jean-Charles Deblin, qui était président de l'UGC et qui avait été privatisé. Là, les propriétaires de l'UGC privatisés n'étaient pas du tout au courant de la spoliation. Il était giscardien. C'est d'ailleurs par Giscard qu'il avait réussi à racheter l'UGC à l'État avec d'autres exploitants. Et quand la gauche arrive au pouvoir, il se dit à la tête de la fédération, avoir un giscardien, c'est donc et les exploitants, les circuits et les principaux exploitants disent il faudrait Serge Sireski parce que j'avais deux caractéristiques. Mon père était décédé en 76 et j'étais rentré, j'avais hérité de ses parents et ma soeur, j'étais rentré dans la société, j'avais vendu mon journal dit public, j'étais rentré dans la société. Et donc, les gens de cinéma disent, Serge Sireski, il a deux caractéristiques, c'est un énarque, donc il connaît le fonctionnement de l'État, et deuxièmement,
il paraît qu'il est de gauche, donc je connaissais effectivement Mitterrand, ce que je confirme. Et donc, on a plutôt intérêt à avoir un critique de gauche et tout. Et donc, on me nomme, de la réelle demandé et tout, président de la Fédération des cinémas. Je vais vous raconter ce que je n'ai jamais raconté à personne. Et c'est de l'histoire, de vraiment écoutez bien ce que je vais vous raconter. Ma famille, les Juifs, on a sorti beaucoup de films sur ce qu'on appelait à l'époque l'Holocauste, la solution finale, l'extermination des Juifs, etc. De Nuit et brouillard d'Alain Resnais, des films de Frédéric Rossi, des tours de Varsovie, etc. On a sorti le documentaire Le Chagrin et la Pitié, le premier documentaire où on parle vraiment de la collaboration. Jusque-là, on n'en parlait pas en France. Et Lanzmann, c'était collaborateur de Jean-Paul Sartre, de Beauvoir, un grand philosophe, et on avait sorti un film, un documentaire de lui qui était très bien marché, qui s'appelait Pourquoi Israël. Et donc moi j'ai dirigé à Parafrance en 85 et je reçois un coup de fil de Lanzmann. Et je prends Lanzmann, je ne connaissais pas, et il me dit bonjour monsieur Siletsky, je viens de terminer un film. Je souhaiterais que ce soit vous qui le distribuez. Est-ce que vous êtes d'accord pour le voir? Je dis naturellement, de toute façon je vais le distribuer, mais je suis d'accord pour le voir. Écoutez, il y a une projection sans visa à telle heure, il y a telle salle de projection à 18h. Oui, d'accord. Donc je réunis mes collaborateurs et je leur dis vendredi à la projection, tout, et mes collaborateurs, il y avait la distribution et puis la programmation, c'est-à-dire ceux qui choisissent les films qui vont être diffusés dans les salles et tout. Ils sont là. La veille de la projection, le distributeur vient voir, c'était un juif viennois qui s'appelait Darmon, et il venait de se faire arracher une dent de sagesse. Il dit ça, je ne peux pas venir, mais et tout, je dis là, tu dois venir, c'est toi qui vas le distribuer et tout, tu dois venir. Et, bon, il vient et on se retrouve à la projection à 18h. Lanzmann se met devant l'écran, il dit il y a un film qui s'appelle Shoah. Shoah, c'est l'extermination et je lui donne ma parole d'honneur. Jamais je n'avais entendu parler de Shoah, parce qu'aujourd'hui on dit Shoah et tout. On a été en 85 et il nous explique ce que ça veut dire. Il dit c'est le titre de mon film. On disait l'extermination, le Holocauste, etc. Jamais on utilisait le terme Shoah. Et puis, et il nous raconte donc, ce film, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a réussi à interviewer des survivants, ceux-là qui racontent ce qui se passait. Alors il y avait, c'est ceux qui ont survécu et qui aidaient au transport des juifs dans les fours, au nettoyage des fours, etc. Qui racontent qu'aux vu leur mère, leurs enfants mourir, etc. Les survivants. Il a réussi à interviewer les Polonais qui vivaient autour de Auschwitz, etc. Les paysans qui savaient ce qui s'y passait, etc. Enfin, ils disent qu'ils ne savaient pas très bien. Ils étaient surtout incommodés par l'odeur. Ils disent quand même, sans allemand, quand même, ils auraient pu faire attention pour eux, etc. Et dès qu'ils voyaient les craintes, etc., les gens, il a interviewé les nazis qui faisaient fonctionner les camps, etc. Donc c'est un film, c'était la première fois qu'on voyait tout ça. Jusque-là, on en parlait, mais pas vraiment, etc. Et donc, on se met dans l'écran, il dit voilà, et donc, on s'appelle Shoah, les 3 premières heures, et là, ce qui se passe et tout, les 3 heures suivantes, voilà ce qui se passe, et puis les 3 dernières heures et demie, voilà ce qui se passe. Et d'un seul coup, j'entends Darmon derrière moi, qui dit putain, 10 heures sur l'extermination des Juifs,
mais je ne vais jamais tenir. Et penser exactement ce que chacun d'entre nous était en train de penser. Et je me mords pour ne pas rire et j'entends des rires étouffés derrière moi. Tout le monde se dit, ben. Et donc on voit ce truc qui était un choc comme jamais j'en avais eu dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, on connaît, mais à l'époque c'était nouveau. Je vous dis, on n'a jamais vu ça. On sort à 3-4 heures du matin et j'avais rendez-vous avec lui le lendemain à 10 heures au bureau. Qui arrive au bureau, monsieur Martin, le jour j'étais pas très réveillé. Il dit, bon, vous avez vu, mais moi, c'est un choc, c'est des tournées que vous avez dissolu là, naturellement. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, mais non, c'est une question. Ça, c'est la version complète, mais la version cinéma. Il dit, quelle version cinéma? Je lui ai dit, non, attendez, là, ce qu'on a vu, c'est quasiment 10 heures. Vous avez une version cinéma. Bon, on ne va pas diffuser un film de 10 heures. C'est plus vrai. Non, est-ce que vous voulez couper? Non, mais écoutez, je vous refais une projection, vous me dites où on coupe. Ah, ouais, pense pas. Je vous pose à vous de faire la version. Non, attendez, vous me dites où on coupe. Et je vois que c'est pas un type commode, etc. Donc je lui dis, bon, je vais voir. Mais vous me distribuez où? Naturellement. Bon. Je sors, mécontent. Et je réunis mes collaborateurs. Et de nouveau, fou rire, ils étaient appelés, je dis, bon, t'en peux voir. Si pané, je dis, mais attendez, moi, c'est Ski, je ne peux pas ne pas sortir le Shoah. Oui, mais on ne va pas dire, ça commence à 14 h, ça termine à minuit. On s'arrête au milieu pour acheter des esquimaux, c'est pas possible. Puis, d'un seul coup, j'ai une idée, vous avez fait. Autant n'importe le vent, ça durait plus de 4 heures, 4 heures et quart. On va le couper en deux. On va dire, vous achetez un billet pour une séance, et puis vous revenez une semaine après, vous nous achetez pour la deuxième séance. On fera 2 séances et tout. Les 10 je dis, bon, et on décide, on le sort, une salle aux Champs-Élysées, le Monte-Carlo, et une salle, le quartier latin, le Jean Cocteau. Et bon, et j'en parle à des gens autour de moi, et quelqu'un me dit, mais attends, avec les attentats qui apparaissent, tu penses que tu n'as pas un problème, qu'il ne va pas y avoir un attentat? Je dis, ami, c'est vrai, tu devrais appeler la Télix ou même le préfet de police, hein, parce que tout le monde, c'est un événement qui est... Je réussis à jouer le préfet de police et je lui explique. Je lui dis, vous croyez qu'il y a des risques? Il dit, ah oui, ça c'est... Il y a des risques, hein, ben oui, il y a des risques. Et qu'est-ce que vous allez m'assurer comme sécurité? Comme le cul. Zelensky, on m'a déjà signé un bloc, les écoles juives, etc. Même quand pas les moyens, ben vous me dites, vous, le préfet de police, que j'ai un risque à sortir ce film et que vous ne voulez pas me protéger. Pas que je ne veux pas, je ne coupe pas. Vous protégez, j'ai pas les... Et c'est comme si vous me sanctuariez. Vous m'interdisez de diffuser Shoah. Donc je vais dire à la presse, qui permettez pas de sortir, mais le subsidiarité, prenez pas comme ça. Écoutez, allez voir l'ambassade d'Israël. Ils ont sans doute, je vois l'ambassadeur d'Israël, je lui raconte le truc, il dit, ah oui, ça, il faut assurer la sécurité. Il dit, je connais des gens, et voilà, t'es la vraie, c'est de... T'es dehors, au parc de toujours. Il était dans l'arrondissement, et je lui raconte, il dit, bien oui, il faut assurer la sécurité. Alors, il faut quelqu'un qui est dans une dizaine de mètres de la salle, qui regarde les gens qui viennent, quelqu'un qui fouille les sacs et les personnes, et puis quelqu'un à la sortie et fini, fléchant 2 équipes, parce que c'était dans la journée. Bon. Et puis vous avez et samedi et dimanche, donc 3e équipe, etc. Et tout, bon encore. Et le don s'appelle temps par semaine, bon, d'accord. Et la TVA, c'est quelle TVA et quelle TVA? Ben, je dis, toi ici, la facture, c'est quelle TVA? Il dit, c'est pas de facture, c'est en liquide. Et d'un seul coup, je me rends compte que ce type doit peut-être être du Mossad, etc. Il n'est pas enregistré en France, des liens, etc. Et il dit, vous voulez que j'assure la sécurité ou pas? Ben, oui, et d'accord. Et donc, pendant Shoah qui est sorti, ça a été un succès en France, un succès mondial.
Et toutes les semaines, ça me coûtait de l'argent. C'est-à-dire j'étais à cette époque relativement riche je voyais l'argent que je vais disparaître, etc. Donc, je suis très fier de ma sortie Shoah, qui a changé l'histoire du monde, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui sont contre, ils disent on ne croit pas à la Shoah, il y a eu de la Shoah, etc. Mais il fut ce jour. Un grand merci à Serge Teletsky d'être venu à Las Oranges.